Mon père m'a donné un ultimatum lorsque j'ai refusé de garder les enfants de ma demi-sœur chérie, alors j'ai coupé les ponts avec eux, et ce qui s'est passé ensuite a complètement brisé leur illusion. Mes parents se sont séparés lorsque j'avais 10 ans, ce qui, à cet âge, m'a déjà semblé être une épreuve très lourde. Mais les choses ont empiré par la suite. Mon père, Brian, n'est pas resté seul très longtemps. Avant même que j'aie le temps de comprendre ce qui se passait, il fréquentait déjà une femme nommée Suzanne. Je me souviens très bien du moment où il m'en a parlé pour la première fois. Il agissait comme si ce n'était rien d'important, du genre « j'ai rencontré quelqu'un, c'est sérieux ». Puis, seulement quelques mois plus tard, les cloches du mariage ont retenti. Tout est allé si vite. Je crois que je n'ai même pas eu le temps de saisir ce qui m'arrivait. Un jour, il n'y avait que lui et moi, et le lendemain, Suzanne emménageait chez nous, accompagnée de sa fille, Mélissa, qui avait 2 ans de moins que moi. À ce moment-là, j'ai voulu croire qu'une nouvelle famille pouvait être une belle chose. Mais la réalité fut tout autre. Dès leur arrivée, j'ai eu le sentiment d'être effacée. Mélissa est rapidement devenue le centre de toutes les attentions. C'était comme si, à l'instant même où Suzanne et Mélissa ont franchi la porte, ma présence n'avait plus aucune importance. Mon père traitait Mélissa comme si elle était la meilleure chose qui lui soit arrivée, et elle en était parfaitement consciente. Mélissa était de celles qui obtiennent toujours ce qu'elles veulent. Si elle désirait quelque chose, mon père faisait tout son possible pour satisfaire ses envies, vêtements neufs, sorties au centre commercial, dîners spéciaux. Pendant ce temps, moi, j'étais heureuse lorsqu'il me disait simplement bon travail lorsque je ramenais de très bonnes notes. La plupart du temps, j'avais l'impression d'être invisible. Un jour, je lui ai demandé si nous pouvions aller ensemble dans un parc d'attractions que j'aimais beaucoup. Nous n'avions rien fait tous les deux depuis longtemps, et je pensais que ce serait une belle occasion de renouer le lien entre nous. Il m'a répondu « peut-être », ce qui me semblait encourageant. Mais ce même week-end, il a emmené Mélissa à une exposition d'art dans une grande galerie, simplement parce qu'elle avait soudain décidé qu'elle s'intéressait à la peinture. Peu importaient nos projets. Si Mélissa voulait quelque chose, tout le reste passait au second plan. Et ce n'était pas seulement pour les petits plaisirs. Toute mon adolescence a été marquée par cette inégalité constante. Je voyais Mélissa recevoir tout ce qu'elle demandait, tandis que moi, je devais me débrouiller seule. Je ne peux même pas compter le nombre de fois où j'ai demandé de l'aide à mon père, pour entendre en retour, demande à Suzanne ou, pire encore, pourquoi ne peux-tu paraître plus comme Mélissa ? Cette dernière phrase me blessait profondément. Et ce n'était pas uniquement mon père. Suzanne aussi favorisait sa fille de manière flagrante. Elle parlait de Mélissa comme si c'était un ange parfait, incapable de faire la moindre erreur. De mon côté, je n'avais droit à aucun répit. Si je rentrais un peu en retard du lycée ou si ma chambre était en désordre, Suzanne réagissait comme si c'était une catastrophe. Mais si Mélissa faisait la même chose, ce n'était pas grave. Elle exprime sa personnalité, disait Suzanne. C'était tellement frustrant. Le favoritisme était flagrant, et tout le monde le voyait. Mes amis me disaient souvent, « Ta demi-sœur obtient vraiment tout ce qu'elle veut, hein ?» Oui, et je le vivais chaque jour. Le pire, c'est que personne dans ma famille ne semblait s'en soucier. Mon père haussait les épaules dès que j'abordais le sujet, et Suzanne me répondait avec un faux sourire, « Nous sommes une famille ici. » Honnêtement, je n'en avais pas l'impression. Quand j'ai eu 16 ans, j'étais déjà épuisée moralement. Mélissa avait définitivement pris sa place d'enfant chéri, et j'avais fini par accepter que rien de ce que je ferais ne changerait cela. Pourtant, j'ai essayé. J'ai essayé de parler à mon père, de lui expliquer ce que je ressentais. Un soir, je l'ai fait asseoir, et je lui ai ouvert mon cœur, je lui ai dit combien cela me blessait de le voir toujours choisir Mélissa plutôt que moi. Il m'a regardé comme si j'exagérais, puis il a dit, « Mélissa a eu du mal à s'adapter, Rachel, tu dois être plus patiente. » Plus patiente ? Cela faisait 6 ans que je supportais cela. 6 ans à voir mon père tout faire pour Mélissa, alors que je devais me débrouiller seule. Je voulais juste qu'il comprenne la douleur que cela provoquait en moi. Mais il ne voulait pas l'entendre. Alors, j'ai commencé à prendre mes distances. Je me suis dit que si je ne pouvais pas avoir une place dans son cœur, autant arrêter d'essayer. Je me suis concentrée sur mes études, j'ai baissé la tête, et j'ai construit mes propres projets. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études, j'étais prête à partir. L'université représentait pour moi une véritable échappatoire. Je suis partie à 18 ans,
et franchement, ce fut un soulagement de quitter cette maison. J'avais l'impression de pouvoir enfin respirer, de recommencer à zéro. Je pouvais vivre ma vie, sans être sans cesse comparée à Mélissa, ni me sentir comme une ombre. J'ai poursuivi mes études, obtenu un diplôme en design graphique, puis trouvé un bon emploi dans la même ville. Je ne retournais chez mes parents que pour les fêtes, et même là, je ne restais jamais longtemps. Mélissa et moi ne nous parlions pas. Cela me convenait parfaitement. Nous n'avions jamais été proches, alors pourquoi faire semblant? Mais il y a quelques mois, tout a changé de nouveau. Mélissa et son mari, Ben, ont déménagé dans ma ville. Au début, je n'y ai pas prêté trop d'attention. Certes, c'était un peu étrange de la voir si proche après des années de silence, mais je me suis dit, peu importe. Nos vies n'ont pas besoin de se croiser simplement parce que nous habitons au même endroit. Quelques semaines après leur arrivée, Mélissa m'a appelé pour me demander un service. Elle voulait que je les aide à se familiariser avec les environs, leur montrer un peu la ville, et peut-être donner un coup de main pour leur emménagement. Comme je ne suis pas une personne sans cœur, j'ai accepté. Je n'en avais pas envie, mais je pensais que c'était la bonne chose à faire. Alors j'ai pris quelques jours pour leur faire visiter la ville. Je les ai emmenés dans de bons quartiers, j'ai indiqué des endroits qu'ils pourraient apprécier pour faire les courses, les écoles, ce genre de choses. C'était un peu maladroit, mais dans l'ensemble ça allait. Après ça, je pensais que c'était terminé, que j'avais aidé, et que chacun allait pouvoir reprendre sa vie. Mais non. Environ une semaine plus tard, Mélissa a commencé à m'envoyer des messages pour me demander de l'aide avec les enfants. Au début, c'était des petites choses. Du genre, tu peux garder Olivia pendant 1 heure pendant que je vais au magasin, ou tu peux prendre Max un moment pendant que je déballe les cartons. Des demandes ponctuelles, et je me suis dit, bon, c'est juste le temps qu'il s'installe. Alors j'ai accepté. Mais ensuite, ça a commencé à devenir plus fréquent. On est passé d'1 ou 2 fois par semaine à presque tous les jours. Et ce n'était plus seulement 1 heure ici ou là. Elle déposait les enfants chez moi pour plusieurs heures, et je me retrouvais coincée à devoir les occuper, sans savoir où elle était ni ce qu'elle faisait. Ne vous méprenez pas, j'aime bien Olivia et Max, ce sont des enfants adorables. Mais je ne suis pas vraiment quelqu'un qui aime s'occuper des enfants. Et pour être honnête, je ne suis pas très douée avec eux. Je n'ai jamais voulu devenir la baby-sitter attitrée de quelqu'un. J'ai ma propre vie. Je travaille depuis chez moi en tant que graphiste, donc mes journées sont bien remplies, et quand j'ai terminé, tout ce que je souhaite, c'est me détendre. Mais au lieu d'avoir ce moment à moi, je me retrouvais à garder ces enfants presque tous les soirs. Le pire, c'est qu'elle ne demandait même plus poliment. Au bout d'un moment, elle ne posait plus de questions. Elle déposait simplement les enfants à ma porte et s'en allait. Parfois, elle ne me disait même pas à quelle heure elle reviendrait. Je restais là, avec 2 enfants, à essayer de les distraire en attendant qu'elles réapparaissent. C'était incroyablement frustrant. Au début, j'ai essayé de lui accorder le bénéfice du doute. Peut-être qu'elle était dépassée. Déménager dans une nouvelle ville avec 2 jeunes enfants, ce n'est pas facile. Mais ensuite, j'ai compris qu'elle profitait de moi. Si c'était vraiment une urgence, d'accord, je comprendrais. Mais la plupart du temps, ce n'était pas le cas. Elle disait qu'elle avait des courses à faire, mais je savais très bien qu'elle allait simplement retrouver des amis ou faire des choses qu'elle aurait très bien pu faire avec les enfants. Un jour, je lui ai dit franchement, « Mélissa, tu dois engager une baby-sitter. Je ne peux plus continuer comme ça. » Elle a simplement balayé ma remarque d'un revers de main, comme si ce n'était rien. « C'est juste pour un petit moment, » disait-elle. Ou bien, « Je ne fais pas encore confiance à d'autres personnes avec les enfants. » Il y avait toujours une excuse. Et bien sûr, elle ressortait l'argument de la famille, comme si ça rendait tout acceptable. Que je sois obligée de garder ces enfants à tout moment simplement parce que nous avons un lien de parenté. J'ai commencé à être vraiment en colère. Mais je ne voulais pas provoquer un gros conflit. Je me disais, tiens bon, elle va peut-être se calmer. Spoiler, elle ne s'est pas calmée. Un vendredi soir, tout a basculé. J'avais des projets avec mes amis pour fêter la promotion de Cathy. C'était important pour moi, et j'attendais cette soirée avec impatience. Je l'avais dit très clairement à Mélissa dès le matin, je ne pouvais pas garder les enfants ce soir-là. Elle m'a répondu que ce n'était pas un problème, alors j'étais soulagée. Je pensais que, peut-être,
cela allait enfin lui faire comprendre les limites. Vers 18h, je me préparais à sortir, quand j'ai entendu frapper à la porte. J'ai ouvert, et devinez qui était là, avec 2 enfants? Oui, Mélissa. Elle ne m'a même pas laissé le temps de dire quoi que ce soit. Elle m'a mis Olivia et Max dans les bras, a marmonné quelque chose à propos de retard, puis elle est partie en courant. Je n'ai même pas eu le temps de protester. J'ai essayé de l'appeler, mais elle n'a pas répondu. J'ai aussi appelé Ben, mais lui non plus n'a décroché. Et voilà, je me suis retrouvée coincée avec ses enfants, et ma soirée était complètement ruinée. J'étais furieuse. Je n'arrivais pas à croire qu'elle ait ignoré ce que je lui avais dit. Elle savait que j'avais des plans. Je le lui avais dit. Et elle s'en fichait. J'ai fini par envoyer un message à mes amis pour leur dire que je ne viendrais pas. Et j'ai passé le reste de la soirée à garder 2 enfants fatigués et grognons. Quand Mélissa est enfin rentrée, vers 21h ou peut-être 22h, j'étais à bout. Je lui ai dit que ça ne pouvait plus continuer ainsi. Qu'elle devait trouver quelqu'un d'autre pour l'aider. Elle m'a regardé comme si j'étais déraisonnable. On est une famille, a-t-elle répété. Comme si cela suffisait à tout justifier. Je lui ai répondu sans détour, ce n'est pas parce que nous sommes de la même famille que je dois tout abandonner pour toi. J'ai ma propre vie aussi. Elle avait l'air choquée. Comme si elle n'arrivait pas à croire que j'osais enfin poser mes limites. Évidemment, elle s'est mise sur la défensive. Elle m'a accusée d'être égoïste, a dit que je devrais l'aider davantage parce qu'elle est nouvelle en ville et qu'elle ne connaît encore personne. Mais je ne voulais plus entendre ses excuses. Je lui ai dit clairement que je n'étais pas sa babysitter gratuite, et que si elle avait besoin d'aide, elle devait payer quelqu'un. Je crois qu'elle s'attendait à ce que je cède ou que je m'excuse, mais je ne l'ai pas fait. J'en avais fini d'être exploitée. J'en avais assez de me sentir comme si mon temps n'avait aucune valeur. Mélissa est partie furieuse, et j'ai cru que peut-être, ce serait la fin de tout ça. Mais non. Les choses allaient encore empirer. Quelques jours après que je lui ai tenu tête, j'essayais simplement de reprendre ma routine, de me concentrer sur mon travail et de tourner la page. Je ne cherchais pas à provoquer de drame. Mais bien sûr, le drame est venu à moi. C'était un jeudi après-midi lorsque Mélissa m'a appelé. Elle n'a même pas commencé par un bonjour. Elle a directement lancé « Je n'arrive pas à croire à quel point tu es égoïste. » Comme ça, d'un seul coup. Je n'ai même pas eu le temps de dire un mot qu'elle s'est lancée dans un monologue sur le fait qu'elle avait besoin de moi pour l'aider avec les enfants, et qu'elle traversait une période difficile. J'ai pris une grande inspiration et je lui ai dit « Mélissa, je t'ai déjà expliqué que je ne pouvais pas faire du babysitting en permanence. J'ai mes propres préoccupations à gérer. Et je pensais que ce serait tout. » Fin de la conversation, non? Faux. Elle a recommencé, insistant encore et encore sur le fait que je devrais me soucier davantage parce que nous sommes de la même famille, et que ce n'était pas juste pour elle d'avoir à tout gérer toute seule. Et là, je me suis demandé, est-ce qu'elle m'écoute seulement? J'ai tenté une fois de plus de lui expliquer que je ne pouvais pas tout abandonner dès qu'elle avait besoin que quelqu'un garde les enfants. Je lui ai dit clairement que ce n'était pas ma responsabilité, et qu'elle devait trouver une solution pour leur garde. On pourrait penser qu'elle aurait compris à ce stade. Mais non. Elle a explosé et s'est mise à pleurer, en disant que je l'abandonnais alors qu'elle avait le plus besoin d'aide. C'était comme parler à un mur. Et le pire, c'est qu'après avoir raccroché, je pensais que c'était terminé. Mais ensuite, mon père m'a appelé. Et là, il faut que je vous dise quelque chose sur mon père, il a toujours été un peu aveugle quand il s'agit de Mélissa. C'est comme si, à ses yeux, elle ne pouvait jamais rien faire de mal. Et moi, j'ai toujours eu à vivre avec le sentiment d'être la seconde. Mais cet appel-là, il a dépassé toutes les limites. Mon téléphone sonne, je vois que c'est mon père. Je me dis qu'il appelle peut-être pour prendre des nouvelles, ou calmer les choses. Mais dès que je décroche, je sens à son ton qu'il y a quelque chose qui cloche. Rachel, dit-il, il faut qu'on parle de ce qui se passe avec Mélissa. Je lève les yeux au ciel, sachant déjà dans quelle direction ça va aller. D'accord, qu'est-ce qu'il y a, je dis, en essayant de garder mon calme. Il entre directement dans le sujet, expliquant à quel point Mélissa est bouleversée, qu'elle a du mal avec le déménagement et les enfants, et que je devrais être plus compréhensive. Il parle de Mélissa comme si c'était une sainte complètement dépassée, et moi je passe pour la méchante qui ne veut pas aider.
J'essaie de l'interrompre, mais il continue. Il me dit qu'il est déçu que je ne sois pas plus présente. Finalement, je parviens à placer un mot et je lui dis, « Papa, j'ai ma propre vie. Je ne peux pas tout abandonner chaque fois que Mélissa veut que je garde les enfants. » Mais il ne veut rien entendre. Il me sort des phrases comme « C'est à ça que sert la famille et tu dois être là pour ta sœur. » Et c'est là que j'ai craqué. Je lui ai dit « Mélissa n'est pas ma responsabilité. C'est une adulte. Et si elle n'est pas capable de gérer ses propres enfants, elle doit trouver une solution, sans m'impliquer là-dedans. » Je l'ai dit calmement, mais à l'intérieur, je bouillonnais. Et puis, mon père m'a lancé quelque chose à quoi je ne m'attendais pas du tout. Il a dit, « Si tu ne commences pas à aider davantage, je vais te couper les vivres. » Alors, entendons-nous bien. Quand je dis « me couper les vivres », ce n'est pas comme s'il payait mes factures. Je suis autonome depuis que j'ai quitté la maison pour l'université. Mais nous avions toujours eu cet accord tacite, s'il m'arrivait d'avoir un coup dur, il m'aidait. Il avait payé mon assurance auto, et il avait contribué à mon loyer quand j'avais des difficultés après l'obtention de mon diplôme. Ce genre de choses. Alors quand il a dit « je vais te couper les vivres », je savais qu'il voulait dire complètement, plus aucun soutien, plus d'aide financière, rien. Au début, j'étais sous le choc. Je n'arrivais pas à croire qu'il me menaçait comme ça juste parce que je refusais de faire du babysitting pour Mélissa. Sérieusement, on en est là? Alors je lui ai dit, « Tu es vraiment en train de me couper les vivres juste parce que je ne veux pas faire du babysitting ?» Et il n'a même pas hésité. S'il ne s'agissait pas d'aider sa famille, alors oui. C'est à ce moment-là que j'ai perdu mon sang-froid. Je lui ai dit, « Très bien, coupe-moi les vivres. Je n'ai pas besoin de ton argent. Si c'est comme ça que tu comptes me traiter, alors peut-être qu'il vaut mieux qu'on ne se parle plus. » Il est resté silencieux une seconde, comme s'il ne s'attendait pas à ce que je me défende réellement. Mais ensuite, il a juste poussé un soupir et a dit, « Je suis vraiment déçu, Rachel. Tu as changé. » Changé? Je n'avais pas changé. J'étais simplement arrivé à ma limite. J'avais passé des années à regarder Mélissa tout recevoir sur un plateau, pendant que je devais me battre pour les miettes. Et maintenant, on me traitait d'égoïste parce que je ne voulais pas être sa babysitter gratuite. Je n'ai même pas pris la peine d'argumenter davantage. J'ai simplement dit que j'en avais assez, puis j'ai raccroché. Après cet appel, je ressentais un mélange d'émotions. Une partie de moi était furieuse. Furieuse que mon père soit aussi aveugle face à ce qui se passait. Furieuse que Mélissa ait manipulé la situation pour me faire passer pour la méchante. Mais une autre partie de moi était simplement triste. Triste que mon père ne puisse pas voir à quel point il était injuste. Triste de perdre le peu de lien que j'avais encore avec lui. Je suis restée assise un moment, à essayer de tout digérer. J'ai pensé à envoyer un message à Mélissa, à essayer de raisonner avec elle. Mais à quoi bon? Clairement, elle ne se souciait ni de moi ni de mes limites. Elle voulait juste obtenir ce qu'elle voulait, et si je ne lui donnais pas, alors j'étais la méchante. Au bout d'un moment, j'ai décidé que c'en était assez. Je ne les laisserai plus me faire culpabiliser. Si mon père voulait me couper les vivres, soit. Si Mélissa voulait pleurer parce que je ne voulais pas être sa babysitter personnelle, qu'elle le fasse. Mais je ne les laisserai plus me piétiner. J'ai éteint mon téléphone, je me suis préparé un dîner, et j'ai décidé que j'en avais fini avec tout ce drame. S'ils voulaient parler, ils le pouvaient. Mais je n'allais pas courir après eux. Je croyais que c'était la fin. Mais évidemment, ce n'était pas du tout terminé. Le lendemain même, j'ai reçu un message de Mélissa. Ce n'était pas un de ces messages passifs-agressifs habituels. Non. Celui-ci était carrément agressif. Elle a écrit quelque chose comme « Je ne peux pas croire que tu tournes le dos à ta famille. Tu as toujours été égoïste, et maintenant tu montres ton vrai visage. Ne te donne même pas la peine de revenir si tu n'es pas prête à aider. » Franchement, être traité d'égoïste par quelqu'un qui m'utilisait comme babysitter gratuite depuis des semaines, c'était le comble. J'en avais fini avec son attitude. Et je n'allais pas la laisser déformer la réalité une minute de plus. Je lui ai répondu directement, « Je t'ai déjà aidé bien plus que nécessaire, et tout ce que tu as fait, c'est profiter de moi. Je ne suis pas ta babysitter. Trouve quelqu'un d'autre. » J'étais en colère, mais en même temps, je ressentais un étrange soulagement. Comme si enfin, je disais ce que j'aurais dû dire depuis longtemps.
Fini de marcher sur des œufs pour ménager ses sentiments. Fini de la laisser me marcher dessus. J'en avais assez. Mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un appel d'une amie, Jessica. Elle avait une voix un peu hésitante, comme si elle n'avait pas envie de me dire ce qu'elle s'apprêtait à révéler. Elle a dit, « Salut, alors j'ai croisé Mélissa tout à l'heure au centre commercial, et elle était avec un type. » Au début, je n'y ai pas trop prêté attention. Mélissa était mariée à Ben, alors je me suis dit qu'elle traînait peut-être avec un ami ou quelque chose comme ça. Mais Jessica a continué. Elle ne m'a pas vue, mais ils avaient l'air très proches. Trop proches. Ils se tenaient la main, et je suis presque sûre qu'ils se sont embrassés. Je suis restée figée. Quoi? Mélissa? La même Mélissa qui me faisait culpabiliser de ne pas garder ses enfants? Elle était là, au centre commercial, avec un autre type dans le dos de Ben? Je n'arrivais pas à y croire. Une partie de moi ne voulait pas y croire. Mais Jessica n'était pas du genre à mentir ou à exagérer. Elle était tout aussi choquée que moi. Je l'ai remerciée de m'avoir prévenue et j'ai raccroché, l'esprit en ébullition. Je me suis mise à repenser à tout. À ce besoin soudain qu'elle avait que je garde les enfants tout le temps. À toutes ces courses urgentes, ces sorties imprévues. Tout a commencé à s'éclaircir. Elle n'était pas débordée ou dépassée par son rôle de mère. Elle m'utilisait pour garder ses enfants afin de pouvoir voir cet homme en cachette. Plus j'y pensais, plus j'étais en colère. J'avais culpabilisé, je m'étais demandé si c'était moi le problème. Et pendant tout ce temps, elle me manipulait juste pour pouvoir tromper son mari. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Ben était un type bien. Il ne méritait pas d'être traité ainsi. Je n'allais pas rester là à la regarder sans tirer sans conséquence. Alors j'ai pris une décision. J'allais la démasquer. La prochaine fois que Mélissa m'appellerait pour me demander de garder les enfants, j'accepterais. Je voulais la prendre sur le fait, et cela me semblait être l'occasion parfaite. Elle a déposé Olivia et Max comme d'habitude, et j'ai fait semblant que tout allait bien. Mais au lieu de rester à la maison avec les enfants, je les ai installés dans ma voiture et je les ai emmenés chez Jessica. Je savais qu'ils seraient en sécurité là-bas pendant un moment. Ensuite, j'ai pris la route en direction du centre commercial, celui où Jessica avait vu Mélissa avec l'homme mystérieux. J'ai garé ma voiture et j'ai attendu. Je n'ai pas eu à patienter longtemps. Environ une demi-heure plus tard, je l'ai vu sortir du centre commercial, bras dessus bras dessous avec l'homme que Jessica m'avait décrit. Ils avaient l'air bien trop proches pour être de simples amis. J'ai pris quelques photos depuis ma voiture, suffisamment pour montrer ce qui se passait, puis je suis partie. Je ne l'ai pas confronté sur le moment. Je voulais faire les choses correctement, pas créer une scène publique qui finirait par se retourner contre moi. En rentrant chez moi, j'ai envoyé les photos à Ben. Je n'ai rien édulcoré. Je lui ai expliqué ce que j'avais découvert, comment Mélissa m'utilisait comme babysitter pour pouvoir courir après cet homme dans son dos. C'était probablement l'un des messages les plus difficiles que j'ai jamais dû envoyer, car je savais que cela allait le détruire. Mais il méritait de connaître la vérité. Ben n'a pas répondu immédiatement, ce à quoi je m'attendais. Je ne pouvais même pas imaginer ce qu'il traversait à ce moment-là. Je voulais juste qu'il ne minimise pas les faits ou qu'il ne lui trouve pas des excuses. C'était un homme bien, et il ne méritait pas d'être traité ainsi. Quelques heures plus tard, j'ai enfin reçu une réponse. Ben m'a remercié de lui avoir dit la vérité. Il m'a confié qu'il était dévasté, mais qu'il avait aussi commencé à soupçonner quelque chose. Il m'a dit qu'il comptait la confronter ce soir-là. Et mon Dieu, il l'a fait. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une avalanche de messages de Mélissa. Elle était furieuse. Elle m'a accusée d'avoir ruiné sa vie, de m'être mêlée de ce qui ne me regardait pas. Elle a tout retourné, disant que j'étais juste amère, jalouse, et que je voulais détruire sa famille. C'était insensé. Comme si, d'une manière ou d'une autre, j'étais la méchante pour avoir dit la vérité. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. Il n'y avait plus rien à dire. Je savais que ce que j'avais fait était juste, et aucune tentative de culpabilisation de la part de Mélissa ne changerait cela. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un autre message, cette fois de mon père. Lui non plus n'était pas content. Apparemment, Mélissa était allée le voir en pleurant, lui racontant que je l'avais trahi et que j'essayais de détruire son mariage.
Et bien sûr, mon père a pris son parti. Parce que pourquoi aurait-il fait autrement? Il m'a envoyé un long message dans lequel il me disait à quel point il était déçu, que j'aurais dû rester en dehors de tout ça, et que je ne me comportais pas comme un membre de la famille. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il n'y avait plus rien à réparer. Mon père ne verrait jamais les choses de mon point de vue. Il était bien trop aveuglé quand il s'agissait de Mélissa. À ses yeux, je serais toujours l'égoïste, peu importe ce que je faisais. Alors je lui ai répondu simplement, sans détour, si tu ne peux pas voir que j'ai fait ce qu'il fallait, alors il vaut peut-être mieux qu'on ne se parle plus. Et voilà, j'ai coupé les ponts. J'ai coupé avec Mélissa, j'ai coupé avec mon père. J'en avais fini. Il ne s'était même pas écoulé une semaine depuis que j'avais tout révélé à Ben, que Mélissa a recommencé à me contacter. Je recevais des messages du genre, je sais qu'on a eu nos différends, mais nous restons une famille. Tu ne peux pas simplement tourner le dos à tout ça. Elle essayait de me faire culpabiliser, comme toujours. C'était le même discours manipulateur. Elle n'était pas désolée pour ce qu'elle avait fait. Elle était simplement désolée de s'être fait prendre. Au début, je l'ai ignorée. Que pouvais-je faire d'autre? Je n'allais pas répondre à quelqu'un qui m'avait utilisé, puis retourner toute la situation pour me faire passer pour la fautive. Mais elle n'a pas lâché. Les messages ont continué, puis les appels ont commencé. Elle me laissait de longues messageries délirantes, disant que j'avais détruit son mariage, qu'elle ne savait plus quoi faire sans moi. Tout sonnait faux. Elle essayait juste de me faire culpabiliser d'avoir défendu mes propres limites. Et franchement, je ne tombais plus dans le panneau. Mais puis, sans prévenir, Ben m'a appelé. Je n'avais pas vraiment parlé avec Ben depuis que je lui avais envoyé les photos de Mélissa avec l'autre homme. Après ça, je l'avais laissé gérer sa situation. Je m'étais dit qu'il avait besoin de temps pour tout digérer, et je ne voulais pas m'en mêler davantage. Mais quand j'ai vu son nom s'afficher sur mon téléphone, j'étais un peu nerveuse. Je ne savais pas s'il appelait pour me remercier ou pour me crier dessus. Alors j'ai décroché, et à ma grande surprise, Ben était calme. Vraiment calme. Il a dit, « Salut, je voulais simplement te remercier. » J'étais un peu déstabilisée. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais le mot « merci » ne faisait certainement pas partie des hypothèses les plus probables. Il a continué en m'expliquant qu'après que je lui ai révélé l'infidélité de Mélissa, il l'avait confrontée, et toute la vérité avait éclaté. Mélissa avait essayé de mentir au début, mais quand il lui a montré les photos, elle n'a plus pu faire semblant. Ils se sont violemment disputés, évidemment, et elle a fini par tout avouer. Ben m'a dit qu'il engageait une procédure de divorce, et honnêtement, c'était quelque chose qui aurait dû arriver depuis longtemps. Je ne savais pas quoi lui dire. J'étais désolée pour lui, mais en même temps, soulagée qu'il se défende enfin lui aussi. Il méritait bien mieux que ce que Mélissa lui avait fait subir. Ben m'a confié qu'il comptait quitter la ville, emmener les enfants avec lui, et recommencer ailleurs. Il ne voulait pas qu'ils soient exposés à tout ce drame, et il ne faisait pas confiance à Mélissa pour faire passer leurs besoins en priorité. Je ne pouvais pas lui en vouloir après tout ce qu'elle avait fait. Il était évident qu'elle ne se souciait que d'elle-même. Nous avons parlé encore un petit moment, et puis il m'a dit quelque chose qui m'est resté. Tu as fait ce qu'il fallait, Rachel. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Et honnêtement, c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Pendant si longtemps, j'avais douté de moi. Je me demandais si c'était moi le problème, si j'étais trop dure. Mais entendre Ben me remercier d'avoir révélé la vérité m'a fait réaliser que je n'étais pas la méchante dans cette histoire. J'étais simplement une personne qui avait atteint sa limite. Après avoir raccroché avec Ben, je me suis sentie plus légère, comme si je pouvais enfin respirer à nouveau. Mais bien sûr, les choses n'étaient pas complètement terminées. Mélissa n'en avait pas fini. Elle continuait à essayer de me joindre, m'envoyant des messages, me laissant des messages vocaux. Elle a même essayé de venir à mon appartement à plusieurs reprises. Mais je ne l'ai pas laissé faire. J'ai bloqué son numéro et j'ai prévenu le responsable de l'immeuble de ne pas la laisser entrer. J'en avais terminé avec le drame. Et je n'allais pas la laisser me culpabiliser pour revenir dans son chaos. Le coup de grâce, cela dit, c'est quand mon père a essayé de s'en mêler à nouveau. Je ne lui avais pas parlé depuis notre dernière dispute, mais un soir, sans prévenir, il m'a appelé. Je n'ai pas répondu, mais il m'a laissé un message vocal. Dans ce message, il avait l'air, désespéré,
honnêtement. Il parlait sans cesse de l'importance de la famille, qu'il ne voulait pas me perdre, qu'il fallait que je sois plus compréhensive envers Mélissa parce qu'elle traversait une période difficile. J'ai écouté ce message, et quelque chose s'est éclairci dans mon esprit. Mon père ne changerait jamais. Il placerait toujours Mélissa en priorité, quoi qu'il arrive. Il lui trouverait toujours des excuses. Et moi, je serais toujours celle qu'on laisse de côté. J'ai compris que je n'avais plus besoin de cette négativité dans ma vie. Alors j'ai pris une décision. Je l'ai rappelé. Quand il a décroché, je suis restée simple. Je lui ai dit que je l'aimais, mais que je ne pouvais plus continuer ainsi. Je ne pouvais plus être celle qui sacrifie constamment sa tranquillité d'esprit pour maintenir l'illusion d'une famille unie. Je lui ai dit que s'il ne pouvait pas respecter mes limites ni comprendre mon point de vue, alors peut-être qu'il valait mieux que nous ne nous parlions plus pendant un temps. Il a essayé de protester, mais je ne l'ai pas laissé faire. Je lui ai dit que je n'étais plus en colère. J'étais juste fatiguée. Fatiguée d'être toujours celle qui doit plier, celle qui doit céder. J'en avais assez, et c'était tout. Après cet appel, j'ai coupé les ponts avec mon père et avec Mélissa. Je sais, cela peut sembler dur. Mais c'est ce que je devais faire pour ma propre santé mentale. Parfois, il faut juste s'éloigner. Même si cela signifie s'éloigner de sa propre famille. Aujourd'hui, cela fait quelques mois que tout cela s'est produit, et je suis dans un bien meilleur état. J'ai retrouvé ma paix, j'ai retrouvé ma vie. Je ne vis plus au rythme du drame, de la manipulation, ni des tentatives de culpabilisation. J'ai commencé à me concentrer sur moi-même, sur mon bonheur. Et honnêtement, cela fait un bien fou. Bien sûr, mon père me manque parfois. Mais le stress qui venait avec lui, non, ça ne me manque pas du tout. Quant à Mélissa, eh bien, je n'ai plus de nouvelles d'elle. Et franchement, ça me va très bien. Parfois, il faut simplement se choisir soi-même.